Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sami Hamadouche, qui est astrophysicien. Il est passionné d'astronomie. Il est également professeur en neurosciences cognitives et fondateur du réseau des écoles du futur. Salut Sami. Bonjour. Ravi d'être accueilli avec un bon thé. En ces premiers jours du printemps qui sont un petit peu gris dans ce beau pays de Haute-Savoie. On n'est pas très loin du lac Léman, juste au-dessus de Thonon-les-Bains. Voilà. C'est un des lieux d'action et de vie, aussi bien pour regarder et mirer les étoiles que pour crapahuter et randonner dans ces montagnes magnifiques de Haute-Savoie. On vit dans une région du monde qui est assez fantastique et un pays qui est assez divers et extraordinaire, voilà, entre autres par sa nature et les gens qu'on peut rencontrer. Oui. Ma première question, Sami, qui es-tu ? Alors je suis un terrien qui a un peu plus de 50 ans, qui est un passionné d'astronomie depuis qu'il a 8 ans, et qui a eu un coup de folie, comme le dit la chanson, il y a quelques années, un peu plus de 10 ans maintenant, pour, on va dire plus que tenter, puisque c'est devenu une utopie bien concrète aujourd'hui, contribuer simplement et modestement à proposer des solutions complémentaires, certains diraient alternatives, de la manière en fait d'être en lien les uns avec les autres, et donc d'être éduqué, de s'éduquer, de développer l'autonomie, l'émancipation, même chez des très très jeunes enfants, par mes activités donc de professeur en neurosciences, puisque je m'intéresse au processus d'apprentissage, donc chez l'enfant, l'adulte, à la fois pour chaque individu, mais aussi dans les dynamiques ce qu'on appelle de groupe, d'intelligence collective, pour le qualifier de manière un peu pompeuse, même si ça veut dire ce que ça veut dire, comment on peut créer des dynamiques constructives en groupe, avec des gens qui ne parlent pas la même langue, au sens, même s'ils parlent tous le français, mais ils n'ont pas la même vision du monde, ils n'ont pas les mêmes métiers, ils n'ont donc pas les mêmes langages au quotidien, dans leur travail. Comment on favorise tout ça ? Comment on crée des conditions qui soient possibles ? Et donc, ma folie, mon utopie, c'est de penser que tout est possible. Et effectivement, tout est possible. On a bien réussi, alors que nous sommes de simples humains, des mammifères bipèdes sur cette planète extraordinaire, que certains anciens appelaient Gaïa, la vie, le lieu de vie, en fait. On a été capable d'aller sur la Lune, mais voilà, on s'est aussi volé. Qui aurait pensé qu'un jour, dans des objets plus lourds que l'air en plus, dans des avions de ligne, fait d'aluminium et d'électronique, on arriverait à traverser les océans. C'est quand même assez incroyable. Donc on sait faire plein de choses extraordinaires, mais pas que. Il y a aussi des pratiques ou des façons de vivre qui sont justement pour nous-mêmes, on s'en rend pas toujours compte, mais négatives, délétères. Et donc l'enjeu, c'est auprès des plus jeunes en particulier, de les éveiller à tout ça, sachant qu'ils sont souvent plus volontaires que les adultes, parce qu'ils n'ont pas d'habitude ancrée. En neurosciences, on sait bien que les habitudes, c'est une façon d'orienter son cerveau, et que donc, plus il est orienté sur des pratiques qui ne sont pas respectueuses de soi, de l'environnement, des autres, plus le travail est important pour changer. Chez l'enfant, au contraire, c'est la dynamique de la construction du cerveau et favorise la diversité, les expériences, et surtout avoir le droit, ce qui est très différent du modèle, sans le caricaturer à outrance, mais de l'école, en particulier occidentale et française, qui est de dire on doit tous apprendre la même chose, de la même façon, alors que chaque enfant, non pas est unique, évidemment qu'il est unique, mais dans les processus d'éducation et d'apprentissage, on a des choses qui sont plus favorables pour certains enfants que d'autres. Et puis surtout, ce qu'on essaye et ce qu'on fait au sein de l'école du futur, qui touche donc des enfants de 5 à 20 ans, on va dire, c'est d'utiliser tous nos potentiels et tous nos sens. Donc on fait aussi bien des cours de cuisine que de l'astronomie dans les écoles du futur. On
on fait un travail sur, entre autres, une des méthodes que j'ai mis en place qui s'appelle le neurotango communication créative, pour avoir une vraie correspondance ou du chant, plein d'activités différentes qui permettent d'avoir cette compréhension et ce lien avec son propre corps et d'être capable de dialoguer, de s'exprimer auprès d'autres, que ce soit ses camarades à l'école, que ce soit au sein de sa famille, que ce soit dans l'espace public, que ce soit pour aller chanter lors d'un spectacle, ou voilà. En fait, c'est pour que les gens, et que les enfants en particulier, se sentent bien et développent tout ce qui leur permettra dans leur chemin de vie, mais dès l'enfance, on ne va pas attendre qu'ils soient adultes, pour être en connexion concrète avec l'environnement dans lequel ils vivent, s'émerveiller quand on voit comment des fourmis construisent leur habitat, pouvoir découvrir et reconnaître les différentes espèces d'oiseaux et leurs chants, enfin voilà. Comprendre finalement et être intégré dans le sens constructif et vivant dans le monde qu'est le nôtre. Et qu'on soit urbain ou qu'on soit un peu comme nous, plutôt dans un milieu intermédiaire, on n'est pas non plus des fermiers ou fermières ou des campagnards de manière très qualitative. Mais voilà, comment on arrive à créer un lien avec le monde au sens global qui nous entoure. Et ces écoles, à partir de quel âge tu reçois les enfants et où elles se trouvent où ces écoles? Alors le projet, c'est de démarrer, non pas le plus tôt possible, mais disons au moins, puisqu'il y a un des axes majeurs, c'est la socialisation. C'est le fait d'être en lien avec les autres, de pouvoir se découvrir soi et découvrir les autres. Et ça doit se faire tôt. Donc c'est l'équivalent de l'entrée à l'école primaire. Donc pour nous, c'est à partir de 5 ans. On a des classes dans la majorité des pays. Alors c'est où? Aujourd'hui, il y a 13 pays sur les 5 continents. Ça a un peu plus de 10 ans maintenant, l'école du futur, donc c'est une utopie qui est plus tout à fait neuve, même si elle est encore jeune, 10 ans. C'est 7 langues qui sont parlées, y compris le français, bien sûr. Et ce sont des activités donc, qui sont adaptées pour chaque tranche d'âge et pour chaque, je dirais, typologie, à la fois culturelle, ethnique, environnementale. On va pas parler de la même façon, on peut parler des mêmes choses, mais on va pas parler de la même façon si on habite, par exemple, une des écoles qu'on a sur Aubervilliers ou Saint-Denis, près de Paris. Quand on parle d'environnement, de climat, de la même façon qu'on aborde l'environnement et le climat dans les forêts primaires de Madagascar, ou a fortiori à la capitale, Antananarivo à Madagascar, ou bien à Bogota en Colombie, ou à Sydney en Australie, ou bien encore à l'île de la Réunion, à Saint-Denis de l'île de la Réunion, en océan Indien. Donc l'idée, c'est très jeune, créer des conditions où les enfants, alors évidemment, on est non pas loin de l'école qualifiée tout à l'heure occidentale et surtout française, mais parce que en fait, cet objectif fondamental de s'émanciper, de découvrir les autres, de se découvrir soi aussi, surtout quand on est tout petit, se comprendre soi-même, c'est fondamental et on ne peut pas le faire avec des classes de 30 ou 40 enfants. Donc les groupes que nous avons, nous, les dynamiques d'activité, c'est de l'ordre de 12 à 15 enfants sur chaque activité. Ils peuvent être moins. L'idéal, c'est autour de 6 à 8. Ils peuvent être un peu plus ponctuellement, mais en tout cas, même si on a des groupes plus grands, à l'intérieur de ces groupes, on crée des dynamiques et ça c'est fondamental de l'école du futur, on n'apprend jamais tout seul. Bien sûr qu'on peut faire plein de choses tout seul, et on en fait. Mais dans le cadre de l'école du futur, on travaille sur les enjeux de coopération et sur l'outil de coopération qui regroupe plein de dimensions différentes. Mais principalement, même sur un ordinateur, puisque l'école du futur s'appelait comme ça paraît presque un peu vieillot comme nous aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 ans, c'était à l'époque de l'émergence des outils informatiques et numériques et l'arrivée des premiers PC portables qui étaient à peu près abordables pour pouvoir les installer, entre autres dans le secteur éducationnel.
Et donc, on est à 2 enfants par ordi. Et ça peut des fois chamailler un peu au début, parce que qui prend la souris du clavier. Mais ça change complètement la façon dont on apprend et dont on communique avec les autres. Et c'est vraiment génial, parce qu'on n'apprend pas seulement à découvrir, je sais pas, par exemple, la carte des étoiles. Si on est en préparation d'une soirée astronomie, on va pouvoir utiliser un logiciel qui est open source. Alors je parlerai après un peu des principaux piliers de l'école du futur, mais en gros, l'idée qu'on développe des outils, y compris numériques, mais pas que, qui sont partageables et partagés. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un coût, qu'on ne peut pas avoir une contribution économique, mais en tout cas, ils sont ouverts et les gens peuvent se l'approprier, peuvent le faire évoluer. Et comme ça, nous, on a plein d'exemples de choses qui ont été faites dans un pays, qui rebondissent dans un autre et qui s'enrichissent et qui répondent à d'autres besoins ou d'autres problématiques. Donc voilà un petit peu la cartographie. Donc aujourd'hui, c'est 500 000 jeunes répartis dans ces différentes régions du monde, avec plein de modèles différents d'écoles. Parce qu'en fait, l'école du futur, c'est pas une école qui est... on n'est pas là pour dire il faut faire comme ça, de A à Z, et non pas de Z à A. Il y a les principes de base. Donc les principes, il y a 5 valeurs fondamentales qui sont rêvées. Donc en fait, déjà redonner envie d'aller à l'école et que les enfants rêvent de manière éveillée. Deuxièmement, c'est de coopérer dans le cadre d'un thème, d'un projet. Donc en fait, de créer une équipe, de créer un groupe. Et ce projet, du coup, de le mettre en œuvre. Ça, c'est l'étape 3. Donc concret, on va expérimenter, on va faire des choses, on va réaliser. Ça peut être faire un plan, comme ça peut être de monter, par exemple, une centrale solaire. Donc on va essayer d'apprendre et de comprendre c'est quoi. Et c'est l'objectif, le projet qui va porter, qui va tirer toutes les notions, toutes les connaissances qu'il faut. Alors, aussi bien les connaissances en physique qu'en électricité, que de comprendre comment fonctionne une étoile, pourquoi l'énergie solaire est produite, par qui, notre étoile, le soleil, etc. Donc voilà, et en fait, sur ce simple projet, qui paraît pas très complexe d'ailleurs, aujourd'hui on ne va pas fabriquer des cellules photovoltaïques, en l'occurrence, de capteurs solaires, mais on peut décortiquer et expliquer comment ça fonctionne et savoir comment l'utiliser, parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est aussi comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça permet de faire, quelle quantité d'énergie on va pouvoir produire, donc du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette énergie pour, par exemple, alimenter dans les forêts primaires de Madagascar où 3 villages n'avaient pas d'école et les enfants avaient jusqu'à 2 heures pour aller se rendre dans une école en saison sèche. C'était inaccessible en saison humide parce qu'il y a tellement de pluie que déjà 2 heures par jour, c'est énorme. Aller et autant retour, c'est pas seulement aller-retour, il y a des enfants qui étaient très éloignés, d'autres un peu moins. Et donc l'idée, c'était on va créer une école in situ. Et donc comment on crée une école en utilisant des techniques traditionnelles de construction. On ne va pas amener nos parpaings de béton, pas d'intérêt. Et c'est eux qui portent le projet, c'est pas nous qui décidons de dire voilà, à tel endroit on va faire l'école, non. Lié aux rencontres, lié à la connaissance que les personnes ont du réseau des écoles du futur. Dire voilà, on a tel besoin, tel projet, telle envie. Ou parce qu'en l'occurrence, dans ces 3 villages-là, ils avaient entendu parler des écoles qui avaient été créées sur le bord de la route, la Nationale 1, donc qui va vers les grandes forêts de Wuiman et Wuiboul, dans les zones préservées par l'UNESCO, de dire voilà, nous on aimerait aussi que nos enfants ils puissent aller à l'école. Et donc on a travaillé pendant 2 ans pour créer ce projet-là, avec une micro-ferme solaire donc, et donc ça a créé 2 emplois pour le projet de mise en place et après de maintenance et de développement de ces usages-là, ces techniques-là. Parce que c'est aussi ça, c'est d'aller vers et mobiliser des jeunes et des moins jeunes. Donc là, c'était en l'occurrence un jeune de 18 ans et une jeune fille de 19 qui ont mené en fait cette formation. Donc on a travaillé, nous n'avions pas la compétence à l'époque, ça fait déjà 7 ans de ça, 7-8 ans. On a travaillé avec les ingénieurs sans frontières et des gens qui avaient la compétence pour former ces jeunes et pour choisir le matériel, pour investir dans le matériel et le mettre en place. Et également, on a recyclé en fait une centrale hydroélectrique, donc un système qui, grâce au courant circulant dans une rivière, produit, enfin le courant d'eau, ça fait tourner une turbine électrique qui génère donc comme une dynamo de vélo, une production électrique. Et donc, en fait, les deux, ce qui fait qu'on a même la nuit,
il y a les batteries bien sûr, mais on a une production directe qui est faite. Donc, voilà, tout un tas de solutions de micro-centrales hydroélectriques, donc ça s'appelle. Et donc savoir exploiter ça, le maintenir et pouvoir répondre aux besoins. Et donc le village qui avait de temps en temps, parce que moi je l'ai fait personnellement d'ailleurs, pendant plus de 2 heures depuis la route, amener son jerrycan de pétrole, d'essence, pour faire fonctionner un groupe électrogène, donc un moteur thermique qui produisait avec un alternateur du courant. Eh bien on a maintenant ces solutions qui sont en plus durables. Donc on a toujours le groupe, parce que si un jour on a une panne sur un des deux ou des deux systèmes, on a cette solution-là. Mais voilà, on a quelque chose qui est la ressource locale, qui est accessible et qui est dans l'avenir et le devenir de ces populations-là, de ces familles, pour pouvoir vivre avec un tout petit peu plus de services, en l'occurrence là, pouvoir avoir un éclairage nocturne, puisque là-bas le jour tombe très tôt, et pouvoir améliorer un petit peu leurs conditions de vie en fonction de leurs besoins, et pas non plus de notre modèle. L'objectif, c'est pas de faire tourner un lave-vaisselle là-bas. J'ai rien contre les lave-vaisselle, mais voilà, c'est déjà de répondre à des besoins vraiment premiers, et d'avoir une qualité de vie dans la dynamique de ces villages. Voilà. Et c'est un bel exemple, c'est pas le seul, et alors donc l'intérêt, c'est que donc j'expliquais les 5 valeurs: rêver, s'organiser ensemble pour conduire un projet concret, valoriser après, c'est donc faire du reportage, donc ils apprennent les techniques journalistiques, photo, vidéo, pour pouvoir apprendre le langage de la communication, les langages des communications, écrites, visuelles, orales, et pouvoir partager en fait leur expérience, et surtout quand ça marche pas, on explique, on essaye de comprendre ce qui n'a pas marché, et c'est peut-être plus important encore que quand on réussit du premier coup. Et derrière, parce que l'enjeu, c'est pas la note déjà, donc ça change complètement le rapport de l'enfant à lui-même, de l'enfant par rapport aux parents, et de l'enfant bien sûr par rapport à l'équipe, parce que c'est souvent une équipe d'enseignants en fait, ou d'accompagnateurs, ou accompagnatrices. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va inspirer les autres. Donc c'est peut-être la plus importante, la 5e est la plus importante si j'ose dire, parce que ce projet-là a inspiré un jeune Lucas Santos de 16 ans et demi, donc c'était il y a déjà 3 ans, qui est en Colombie, et qui s'est dit, moi j'ai envie de travailler sur les enjeux de l'énergie dans mon pays, et entre autres il vit donc dans la partie caraïbienne, c'est-à-dire dans le nord du pays, c'est un peu comme nous le sud de la côte, c'est là où il fait le plus chaud, et il y a 3000 familles de pêcheurs, donc il y a une grande partie de l'alimentation protéinée qui vient de ces grands fleuves qui traversent cette partie de la Colombie, et l'enjeu, c'était de dire comment on fait, puisque les pratiques de pêche sont des pratiques traditionnelles, fort bien, mais les systèmes de conservation en fait, de la pêche sont un peu archaïques, dans le sens où c'est des pannes de glace comme nous on avait à l'époque. Les grands marchés, par exemple des Halles de Paris, ou dans d'autres régions, il y avait d'ailleurs, je crois, une fabrique pas loin de glace, là, sur les bords du lac Léman, pour conserver justement le poisson, pour avoir les poissons frais, parce qu'un poisson frais a beaucoup plus d'apport alimentaire et de qualité alimentaire que du poisson séché ou du poisson qu'on met dans du sel. Et donc, c'était cet enjeu-là. 3000 familles de pêcheurs qui pêchent encore dans des pirogues motorisées, mais avec des bacs en polystyrène quelquefois, et de simples couvertures dans lesquelles on mettait... le matin, ils allaient acheter leurs briques de glace, et donc il s'est dit, il y a quelque chose à faire là, clairement. C'est un jeune garçon de 16 ans et demi, Lucas, qui avait envie de travailler sur les énergies renouvelables justement, et sur les enjeux autour de ça. Et il a entendu parler, dans le cadre du réseau des écoles du futur, d'autres projets qui utilisaient donc l'énergie solaire. Il s'est dit, mais on pourrait fabriquer un frigo alimenté pour chaque bateau, alimenté par des panneaux solaires, parce que c'est un pays où il fait extrêmement chaud, même chez nous on peut le faire d'ailleurs, mais a fortiori là-bas. Et donc on a travaillé pendant 2 ans à distance,
avec plusieurs personnes. Moi, j'ai suivi le projet avec Luca et il a fédéré 24 autres jeunes filles et jeunes garçons de 14 ou de 13 à donc 16 ans, c'est ça. Et en lien avec un IUT, un institut de technologie et 2 universités dans le nord de la Colombie, on a mis au point, donc ils ont mis au point, ces jeunes, un frigo solaire donc autonome. Et donc ils ont été lauréats pendant 2 ans d'ailleurs de suite du concours international d'Amérique latine sur les énergies renouvelables et les impacts environnementaux positifs comme sociétaux. Voilà, donc pour dire que c'est des projets concrets, si on donne la parole à des jeunes, si on les accompagne, il n'a pas été nécessaire d'avoir des moyens colossaux, hein, on n'a pas créé de start-up pour ça, on n'a pas eu besoin de millions d'euros pour lancer ça. Et aujourd'hui, donc, c'est en phase de pré-industrialisation, puisque le Covid est passé par là, on avait des liens avec Whirlpool qui était installé près de Medellín, donc dans une autre région de Colombie, pour faire des petites séries, puisqu'il y a déjà en fait 600 pêcheurs sur les 3000 qui sont équipés de solutions prototypées, hein, de ces frigos solaires. Et il faut savoir que donc 3000 familles déjà, c'est presque 10 000 personnes. Et en fait, il y en a plus de 25 000 qui sont bénéficiaires de la pêche, qui vivent. Il faut savoir qu'un poisson qui est vendu frais est bien mieux vendu en termes économiques, hein, pour ces familles qu'un poisson qui est séché. Et il faut savoir que pour certains pêcheurs, ils sont obligés de jeter presque la moitié. Parce que, alors, avec le changement climatique, ce qui a un effet négatif, dans cette région-là en particulier, c'est que du coup, la température de l'eau, la température de l'air augmente, et que cette modification de température, du coup, a plein d'impacts problématiques, à la fois sur l'écosystème où vivent ces poissons, mais également, comme il fait plus chaud, c'est plus difficile avec des pains de glace et des boîtes en polystyrène de maintenir en fait la fraîcheur. Donc ils étaient aussi obligés de partir plus longtemps, plus loin et plus longtemps pour pêcher. Donc certains pêcheurs jetaient presque la moitié de leur pêche parce que ils partaient, au lieu de partir une journée, ils partaient 2 jours, etc. Enfin voilà. Donc il y avait tout un équilibre qui existait, économique, alimentaire, de qualité, et qui était fragilisé par cette réalité. Et et puis eux-mêmes contribuaient sans le vouloir, mais ils consommaient plus de pétrole pour aller plus loin. Enfin, bref, parce que c'est de la propulsion avec des moteurs thermiques de ces bateaux, pirogues, etc. Donc, et en fait, le projet, non seulement il est en train donc de vivre le jour, et on l'a fait en collaboration évidemment avec tous ces acteurs-là, et même avec les vendeurs, avec le réseau des vendeurs. Donc, on a vraiment mis en place un projet. C'est pas que les jeunes eux-mêmes, c'est tout ce qu'on appelle l'écosystème, tous les acteurs qui contribuent en fait à cette économie, à cette réalité pour la pêche du poisson, pour que ce soit le plus résistant possible, le plus durable possible, et que les réponses soient les meilleures possibles. Donc, c'est en demandant aux gens qui vivent de ça, qui sont en lien avec ça, qu'on peut faire et œuvrer pour réaliser les bonnes solutions. C'est pas en le faisant dans un bureau, dans une tour d'études. Mais c'est très bien aussi, il faut des ingénieurs. Je suis moi-même ingénieur, donc j'ai rien contre les ingénieurs ou les ingénieuses. Mais voilà, c'est comment on est en réalité au proche des besoins et de trouver des solutions, et des solutions simples. Et donc voilà comment on peut inspirer de ces micro-fermes solaires à Madagascar, à l'autre bout du monde, quasiment, des frigos solaires pour les pêcheurs caraïbiens de la Colombie. Voilà. Et Samy, et aujourd'hui, voilà, on écoute ton interview là, et on est plusieurs ici en Haute-Savoie, et ton école du futur, ça nous botte. Mm-hmm. Alors comment ça se passe ? Alors, oui, pour donner déjà un préambule d'introduction pour la France. Donc la France, c'est le pays qui a porté le projet, puisque moi je suis français, j'étais nantais quand on a lancé ça il y a un peu plus de 10 ans. La réalité, c'est que le système français, il a plein de choses positives, mais il a aussi beaucoup de manques, et de plus en plus. Enfin, moi, ce que j'entends, ce que je vois, même j'enseigne dans l'université, je vois bien quelles sont les difficultés qu'on a
d'être capable d'adapter ce qu'on appelle les maquettes, c'est-à-dire les programmes d'enseignement, d'être réactif, même en ingénierie, hein. Enfin voilà, vraiment d'avoir comme le monde bouge ou simplement évolue, comment on adapte l'éducation en fait des plus petits comme des plus grands, hein, y compris à l'université. Et en France, on est plutôt aujourd'hui sur une situation, ce que moi je constate, je dirais pas d'appauvrissement, mais en tout cas de contraintes qui sont de plus en plus fortes. Alors nous, notre école, c'est une école évidemment laïque, qui prône les valeurs universelles, qui ne sont pas seulement les valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité et citoyenneté. C'est-à-dire le fait qu'on est tous des citoyens de la Terre, pas seulement de son village, de sa ville, de sa région, de son pays, hein. Tout ça, c'est au-delà de nos frontières. Ça ne nie pas notre culture, notre langue, notre identité, mais l'identité humaine, elle n'a jamais été unique, elle est toujours multiple. Et la France, a fortiori d'ailleurs, est un pays qui est un pays de carrefour et de rencontres, et qui s'est construit ou rebâti, après les grandes guerres, grâce à la présence des uns et des autres. Donc, et c'est toujours une richesse. Enfin, nous, on le constate au sein des écoles du futur, c'était un des enjeux, c'est de qui mieux qu'un jeune, j'ai oublié de le dire au début ça, peut communiquer avec un autre jeune à l'autre bout du monde, même s'il ne parle pas la même langue. Donc c'est vraiment ça, pour parler de ses rêves, de ses projets, de ses besoins, de ses idées, de ses problématiques aussi, hein. Et puis les choses fondamentales, on les retrouve tous. On a tous besoin d'une bonne alimentation, on a tous besoin d'avoir un cadre de vie, un environnement avec une eau saine, un air qui soit non pollué, etc. etc. Donc il y a certainement des choses auxquelles il faut évidemment renoncer aujourd'hui. On n'a pas tous besoin d'avoir une voiture, surtout quand on vit en ville. Donc voilà, il y a des vrais sujets fondamentaux. Et donc, comment on peut faire en France ? En France, en fait, la réalité aujourd'hui, nous sommes en mars 2023, c'est que nous avons très peu de projets dans le temps scolaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une logique aussi d'académie, c'est-à-dire de rectorat, hein, les institutions de l'éducation nationale, qui sont donc dans chaque territoire, dans chaque zone, et que, bien qu'il y ait des directives nationales, puisque la logique, c'est que nous ayons les mêmes droits et possibilités d'éducation pour tous les enfants, où qu'on soit dans notre pays, notre beau pays, la France. Là, il y a des grandes disparités. Moi, je le vois. Ah oui. Et pour plein de motifs différents, certains qui peuvent être entendus, d'autres qui ne le sont absolument pas. Il n'y a pas cette équité, hein, il n'y a pas cet équilibre. Et donc nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on travaille plutôt, et pour avoir une liberté d'action, pas pour faire des choses sorties de nulle part, juste pouvoir mener des projets concrets, des plus simples aux plus fous et ambitieux, c'est de travailler en temps périscolaire. Donc aujourd'hui, l'école du futur en France, elle est surtout dans le temps périscolaire. Donc ça veut dire c'est après l'école, soit parce qu'on met en œuvre des ateliers, ce qu'on appelait anciennement les TAP, des ateliers dans le temps juste entre la fin des cours et avant que les enfants rentrent chez eux, en fin d'après-midi ou éventuellement le midi, dans le temps des journées qui ne sont pas scolaires, donc les mercredis pour les plus jeunes, et puis bien sûr dans le temps personnel, hein, dans le temps privé, c'est-à-dire les week-ends et puis les vacances scolaires, qu'elles soient petites ou grandes. Voilà aujourd'hui l'essentiel de l'activité. Alors pourquoi on a choisi ça ? Alors c'est pas rigide, hein, mais la majorité, 80% de ce que nous menons en France, dans les 5 grands territoires où nous agissons, c'est dans ce cadre-là, parce qu'on ne perd pas de temps en réunion avec les académies, à convaincre des gens, à essayer d'avoir des financements, etc. etc. Voilà. Donc on travaille au mieux, et puis il y a quelques projets quand même dans des établissements, comme quand on a lancé ça en Pays de Loire, en région de Nantes, où on a eu 3852 enfants qui ont participé pendant plusieurs années au programme des écoles de futur en France et qui échangeaient, puisqu'à l'époque c'était surtout Océan Indien et donc l'île de Madagascar, qui était le partenaire international, avec des échanges avec ces groupes de jeunes à Madagascar. Voilà. Puis après est venue Australie, maintenant depuis 6 ans l'Amérique latine, etc., etc.
Et Samy, est-ce que tu as déjà travaillé avec des groupes d'enfants qui sont en instruction en famille? Oui, oui, on a même eu une grande famille de 7 enfants de l'Île-de-France, qui est un exemple très concret, qui est venu sur des courts séjours en Pays de Loire, donc sur le littoral atlantique, dans l'estuaire de la Loire, en face de Saint-Nazaire, hein, pas très loin de Nantes, pour faire des ateliers, ce qu'on appelle d'écologie naturelle. Hein, ils sont venus passer une semaine, donc cette famille et puis d'autres enfants associés de l'Île-de-France, parce que l'idée aussi c'est de mélanger des enfants qui ne vivent pas dans les mêmes régions, y compris chez nous. Hein. Déjà de créer un lien entre un enfant d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, et puis d'un pays à l'autre, et donc d'une culture à l'autre aussi. Mais il y a déjà des différences culturelles entre la Haute-Savoie, l'Île-de-France, Paris, les Pays de Loire. Enfin, il y a plein de choses à partager, à découvrir les uns des autres, même dans notre simple et extraordinaire beau pays qu'est la France. Donc voilà, et ces enjeux-là, on a pu les mettre en œuvre, et donc on a adapté, on a créé en fait plutôt des formats réguliers, mais pas toutes les semaines, c'était plutôt sur des projets où les jeunes sont venus, c'est-à-dire qu'ils ont préparé, il y a eu des ateliers d'écologie, ce qu'on appelle urbaine, et climat, comme ceux qu'on a fait par exemple, je parlais tout à l'heure d'Aubervilliers, donc commune au nord de Paris, et Saint-Denis, où on a construit des stations bioclimatiques, puisque un de mes élèves, moi j'ai enseigné pendant pas mal d'années, j'ai monté des cursus innovants pour les ingénieurs et ingénieuses, où j'amenais les neurosciences, donc justement la compréhension du fonctionnement donc, de notre cerveau, pour des ingénieurs en informatique, télécom et électronique. Et donc, un de mes élèves a monté un projet, il y a déjà maintenant 6 ans au moins, qui s'appelle Sync. C'est une entreprise type start-up à échelle très humaine qui fabrique des kits électroniques intelligents qui permet en particulier, c'est un des sujets qu'on a lancé ensemble, c'est de créer des stations bioclimatiques, des stations météo en fait. Donc un enfant, même qui n'a aucune compétence en informatique, ou en électricité ou en physique, eh ben, il va pouvoir expérimenter et monter grâce à un petit ordinateur et à un système visuel qui a d'ailleurs été développé au MIT, l'université du Massachusetts aux USA. C'est un système graphique, un peu comme un puzzle, et je dis voilà, je prends pour créer une station bioclimatique, en général la première chose qu'on fait c'est qu'on mesure la température, donc on utilise un capteur de température, donc on prend le capteur de température qui est monté sur un support spécifique, qu'on met sur une petite carte électronique, qui le reconnaît toute seule. On peut dire, mais du coup, il apprend quoi l'enfant s'il le reconnaît tout seul? Il apprend que en mettant le capteur, il peut visualiser la température, et donc il va, avec ce système visuel sur l'ordinateur, demander, afficher, par exemple sur l'ordinateur ou sur un smartphone, une tablette, la température, et après être capable de mesurer donc à différents moments, à différents endroits, la température. Et comme ça, par exemple, nous on s'en est servi en intégrant d'autres capteurs comme l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité dans l'air ou dans le sol, comme le vent, comme plein d'informations différentes. Ils ont été capables de mesurer le phénomène il y a quelques années justement à Paris de canicules. Et on a vu qu'entre les zones qui étaient végétalisées, c'est-à-dire où il y a des arbres, des plantes, etc., et les zones où il n'y avait aucune plante, minérale, on dit, donc uniquement de la pierre, eh bien on avait des différences de 6 à 11 degrés d'écart. Alors quand on est en canicule à 30, je crois que le maximum à l'époque c'était 38 degrés qu'on avait mesuré, et quand on a 11 degrés d'écart, ça fait la différence. Ça fait qu'une personne âgée, par exemple, ou quelqu'un qui a des difficultés respiratoires avec cette température-là, il va être en malaise, voire il peut être en danger. Donc ça permet de sensibiliser, et puis bien sûr derrière après on peut proposer en fonction de l'intérêt de l'enfant et puis de nous le programme qu'on pousse évidemment aussi, hein, bien sûr on est force de proposition, de comprendre les principes d'électricité, comment fonctionne un capteur de température, pourquoi il faut l'alimenter, comment on peut produire, donc, et on a les mini-capteurs solaires justement pour alimenter nos petites stations qui sont mobiles, et comme ça quand on circulait dans la ville d'Aubervilliers, dans les zones de parc, dans les zones d'habitation, dans les zones de la rue. Donc voilà un des programmes qu'on a développé dans cette ville-là, mais dans d'autres endroits. Là, les Colombiens et délégations d'Amérique latine qui sont venus il y a 2 mois en région parisienne sont repartis avec ces kits-là pour pouvoir les utiliser
dans le cadre de leur propre territoire et faire des mesures de climat et de partager avec d'autres enfants et de dire qu'est-ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qui se passe ici, est-ce qu'on peut mesurer les mêmes types de changements, quels sont les climats très différents, donc comment ça fonctionne, enfin voilà. Donc en fait on peut faire des choses incroyables, on peut qu'on développe des outils, ça coûte pas des milliers d'euros ce kit-là, c'est quelques centaines d'euros au total si on prend la formule la plus complète. Et des financements simples de ces communes-là, en l'occurrence, on a pu mener pendant plusieurs années, 3 je crois au total, puisque moi j'ai participé à la mise en œuvre, puis après j'ai laissé tout ça, ça roule. Évidemment, on ne travaille pas seul, l'École du Futur, par principe, a toujours des partenaires locaux, pas seulement parce que nous arrivons des fois sur les territoires où nous n'avons pas nous-mêmes d'historique, de connaissance des populations, mais parce que pour nous c'est fondamental d'être dans ce maillage-là et que l'association Ronchi par exemple qui fait du soutien scolaire depuis 25 ans connaît bien les gamins, que c'est dans cette structure-là que nous avons mis en œuvre les ateliers d'écologie urbaine et on a créé d'ailleurs dans cette cité, la Mallerie, des jardins, enfin des activités autour de jardins partagés où les jeunes ont pu même mettre en place des petites ruches, enfin il y a eu plein d'actions qui permettent de comprendre c'est quoi un écosystème même en zone urbaine. On a fait pousser de la lavande à Paris grâce à ce changement climatique si j'ose dire. Enfin voilà, on essaie aussi de montrer tous les aspects positifs. Même dans une contrainte, comment on peut de manière nécessaire et utile détourner cette contrainte pour en faire une solution. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec d'expliquer que effectivement ces mesures-là permettaient de dire quand on a un mur en béton comme c'est le cas dans une sur les photos qu'on peut regarder là de ces potagers urbains, au lieu de le laisser béton et qui va chauffer, ça va faire un effet radiateur y compris la nuit, on va le recouvrir de lierre ou de différentes plantes. Ils ont planté d'ailleurs des grands plants d'haricots, ce qui fait qu'on avait c'est pas l'haricot géant, mais des feuilles géantes qui très vite ont recouvert le mur. Enfin voilà. Et après, du lierre pour que ce soit plus durable suivant les saisons. Donc, au-delà de la production potagère. Donc voilà. Et donc, c'est finalement ce qu'on appelle une forme d'expérimentation et de bon sens de vivre tout ça. Et du coup, les gamins qui vivent ça, et qui sont d'ailleurs d'environnements très différents. On a beaucoup là, dans ces zones-là, de familles dites modestes, mais on a aussi des enfants qui viennent d'autres quartiers plus confortables, plus aisés, ou même d'autres régions de Paris, puisqu'on essaye vraiment de mélanger justement ce qu'on appelle les fameuses catégories socio-professionnelles, les différents groupes, pour essayer de décliver tout ça, justement. Donc, ce sont tous des enfants qui ne sont pas ni plus insupportables les uns que les autres. Des fois même, c'est plutôt ceux qui ont des conditions très favorables, qui sont très déconnectés d'eux-mêmes et donc pas forcément les plus agréables avec les autres. Donc voilà, sans caricature, on trouve des typologies de comportements très diverses partout. Et l'enjeu, c'est vraiment de créer ces réalités de projets, de construire des choses ensemble, d'essayer. Ça marche quelquefois. Souvent même, des fois ça ne marche pas le premier coup, donc comment on peut faire pour trouver une solution alternative? On essaie d'interpeller d'autres expériences qui sont faites à l'intérieur du réseau des écoles du futur, mais aussi dans d'autres. Il y a plein d'autres acteurs qui agissent sur les enjeux, aujourd'hui a fortiori, sur les enjeux d'environnement, d'énergie, dites alternatives, qui sont standards en fait aujourd'hui. Moi j'ai enseigné à l'université Paris-Amiens dans un cursus d'ingénieur en énergie renouvelable. Donc, voilà, l'hydroélectrique, le solaire, l'éolien, c'est du classique aujourd'hui. Enfin, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est juste l'utile du moment. Ça fait un moment que c'est utile, donc, et qu'il faut y passer. Y passer dans le bon sens et puis adapter. Par exemple, moi j'ai souvenir, quand j'ai fait mes études en sciences au Canada, j'avais été visiter plein de centrales et de mini-centrales hydroélectriques. Hydro-Québec, ça s'appelait à l'époque, l'équivalent d'EDF pour nous, mais au Canada, ils avaient maillé pour chaque village, pour chaque ville intermédiaire, comme ils ont un réseau de rivières très important, ils avaient installé ça. Et ça marche très bien. Alors après, voilà, aujourd'hui, dans certaines régions comme chez nous, ici en Europe, le changement climatique fait que on a moins d'eau, on a même des situations dramatiques.
y compris en plein hiver. Moi, j'ai habité aussi où j'enseignais donc, et travaillais dans différentes structures, dont pour Météo France. La Loire a jamais été, la Garonne n'a jamais été aussi basse en plein hiver. Donc voilà, c'est un des grands fleuves de France, hein, de la région de l'Adour, qui est une des plus irriguées de notre pays, dans le sud, donc sud-ouest. Donc clairement, il y a vraiment des actions à prendre. Il y a aussi, pour le petit coup de gueule, moi qui suis donc depuis un petit moment en Haute-Savoie, je ne peux pas comprendre et je ne souhaite pas accepter qu'il y ait si peu de transports en commun que lorsqu'on est en dehors du centre-ville, par exemple de Thonon-les-Bains, on n'est que 3 bus par jour pour se rendre en ville ou faire une interconnexion pour aller travailler ici ou là. Par choix et par engagement pour la planète. La planète, c'est nous, hein, c'est l'humain, hein, parce que l'enjeu, c'est pas la planète elle-même, elle va survivre. Moi, à l'échelle en tant qu'astronome, astrophysicien, je peux vous dire que la planète, quoi qu'il se passe, elle survivra, elle évoluera, elle trouvera d'autres moyens. L'enjeu, c'est la vie et la survie de l'espèce humaine, voilà, de notre humanité, dans des conditions viables et possibles, aujourd'hui et demain. Et c'est vraiment aujourd'hui. Hein. Et on peut tout faire dès maintenant. Et de toute façon, il y a tout à faire dans ce qui a déjà été réalisé et dans ce qui reste à faire. Donc voilà, et moi j'ai fait le choix, ça fait déjà plus de 20 ans, de circuler principalement en vélo, que ce soit dans les grandes villes ou en dehors des grandes villes. Alors c'est sûr que voilà, je me porte bien, je suis assez sportif, parce que descendre c'est facile, surtout quand on vient du haut. Pour remonter, il faut pédaler, il faut appuyer. Hein. Je n'ai pas de vélo électrique. Et ça peut être une solution d'ailleurs pour partir le vélo électrique. Mais bref, mais voilà, tout le monde n'a pas forcément la facilité, je dirais, enfin, si ça n'en est pas une, mais et l'opportunité de pouvoir se déplacer. Voilà, et puis du coup. Ça, c'est des choses positives. Il y a le Léman Express, il y a le réseau, en tout cas, des trains régionaux en France permet d'y mettre des vélos, etc. Mais moi, je viens de pays, j'ai été travailler en Hollande, en Suède, même l'hiver, hein, on circule à vélo. Donc voilà, il y a vraiment des solutions simples, comme nos frigos solaires, hein, c'est pas des solutions sophistiquées. C'est des solutions adéquates, enfin les frigos solaires pour les familles de pêcheurs dans le nord caribéen de la Colombie, bah oui, c'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution qui marche bien. Et donc voilà. Mais avec tout ça, Samy, oui. Avec tout ton parcours, parce que je vais peut-être dire cette phrase, j'ai l'impression, avec la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, tu vois, ce parcours qui t'appartient. Et avec tout ce que tu viens de nous proposer, c'est quoi la vie pour toi ? À titre personnel, tu veux dire ? C'est quoi la vie pour toi ? C'est quoi la vie pour moi ? Avec tout ton parcours, depuis ta naissance jusqu'à ce qui t'a amené aujourd'hui, avec toutes ces créations de l'école du futur, tout ce que tu fais en astrophysique, etc., etc. C'est quoi la vie pour toi ? Pour moi, la vie, c'est fondamentalement un échange. C'est le mouvement est vie et la vie est mouvement. Donc, pour moi, c'est tellement évident que dans le parcours personnel, dans mes engagements depuis l'enfance, j'ai toujours aimé, j'ai créé mon premier club aérospatial et d'astronomie, j'avais 14 ans, je suis tombé dedans très jeune. L'astrophysique n'a pas été d'abord une activité professionnelle, c'était vraiment une activité de découverte du monde, d'exploration, d'échange, d'émerveillement, hein, vraiment. Là, je collabore depuis 2 ans avec une entreprise de Montpellier, Vaonis, qui est une jeune entreprise française qui est très, très, je trouve, visionnaire et qui développe... avec Cyril, un jeune d'ailleurs qui a fait de l'astronomie comme moi, très jeune, dans une structure nationale, Planète Science, Astronomie, ça s'appelle aujourd'hui, sur l'activité astronomie. Et il a souhaité fabriquer un télescope, une lunette astronomique pour le grand public, et pour des enfants, même à l'âge de 5 ans.
Il suffit d'avoir un smartphone ou une tablette et on peut découvrir en quelques minutes, et très qualitativement, hein, c'est pas le vite fait bien fait, hein, c'est vraiment faciliter la découverte du ciel profond, d'observer une nébuleuse, une galaxie, une étoile, mais de manière incroyable. Et ça, pour moi, voilà, on a des outils, pour le coup là, avec l'aide du numérique, parce que le numérique n'a pas que du bon, il y a beaucoup de carences et beaucoup de problématiques posées par le numérique. Hein. Il faut en être conscient. Moi, ma première vie était une vie dans le domaine de l'innovation et de l'informatique. Donc c'est un secteur que j'ai bien connu et que je connais toujours depuis plus de 25 ans. Il y a des impacts extrêmement nocifs, extrêmement lourds au niveau énergétique, au niveau environnemental, quand on dépose sur un certain nombre de plateformes de réseaux sociaux tous nos médias, c'est pas neutre du tout. Hein. Donc voilà, il faut prendre le côté positif. En tout cas, Nice développe des télescopes et des lunettes astronomiques incroyables qui permettent à tout le monde, alors ça a un certain coût, mais comme même de manière traditionnelle, si on combine un télescope, un ordinateur, un système de motorisation pour que, évidemment, le télescope puisse pointer dans la bonne direction l'objet qu'on veut observer, hein, ou celui qui est proposé justement par le logiciel de découverte, et puis un système de photographie hypersensible, comme ceux qu'on peut avoir, les capteurs qu'on peut avoir dans nos smartphones, et qui permet en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes de voir des objets que moi-même en 40 ans d'activité en astronomie avancée, je n'avais jamais vu comme ça, parce que notre œil humain, il n'est pas fait pour observer les étoiles ou les objets très peu lumineux, très très lointains. Il est fait il fonctionne très bien dans la journée pour nous permettre de vivre au quotidien. Donc il est parfait, mais pas pour l'astronomie. Donc avoir des outils comme ça, le projet c'est justement d'en équiper. C'est pour ça qu'on a fait une première soirée qu'on a appelée gastronomie et astronomie donc poétique au grenier étoilé à Armois. L'idée c'est voilà, de créer des événements, des lieux où aussi on fait rencontrer les gens. On ne fait pas que parler astronomie, on parle de plein de choses. Mais on va faire un voyage, en l'occurrence là, donc il faisait pas beau, donc c'était un voyage sur un grand écran avec des images extraordinaires, dont certaines faites justement par des jeunes et ces télescopes-là. Et parmi les jeunes, certaines que j'avais réalisées. Donc c'est de démocratiser en fait, c'est ça l'idée, démocratiser l'ensemble des savoirs, mais au-delà des savoirs, c'est les modalités en fait d'accès à ces savoirs. Parce qu'en fait, c'est la fameuse adage, on parlait tout à l'heure de la pêche en Colombie. Si vous donnez un poisson à quelqu'un qui a faim, il va se nourrir le jour où vous lui donnez le poisson. Mais il n'a pas développé de compétences ou d'autonomie pour pouvoir se nourrir lui-même. Si vous apprenez à pêcher à cette personne, il pourra manger tous les jours de sa vie pour peu qu'il trouve du poisson. Mais en tout cas, il saura pêcher. Et donc, c'est cette même logique élémentaire qu'on développe au sein des écoles du futur. Et donc, pour rebondir à ta question préalable de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans la région, on peut travailler sur la constitution, effectivement, d'un collectif de parents et d'autres personnes avec différentes compétences pour mettre en place une école du futur qui pourrait trouver dynamique à la fois dans un temps, justement, dit scolaire, enfin dans la journée en général, et comme dans un espace périscolaire ou grand public. Et d'ailleurs, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas l'école du temps de l'école classique, hein, qui est le matin jusqu'à midi, puis début d'après-midi jusqu'en fin d'après-midi, puis après le temps périscolaire, ce qu'on appelle après l'école, donc, et le temps où en général les enfants font d'ailleurs dans notre modèle d'éducation des activités sportives, alors que nous, elles sont incluses dans l'école du futur. Alors, on ne va pas forcément faire les mêmes activités d'ailleurs, suivant l'endroit où on habite, hein, et ce qu'on a comme dispositif, mais voilà. Et puis le temps donc hors scolaire, hein, qui est les mercredis, les vacances scolaires, les week-ends. C'est un continuum. Enfin voilà, on peut faire des choses. D'ailleurs, en fonction de l'activité qu'on va faire, en fonction des possibilités ou des contraintes, on va essayer de l'aménager. Hein. Et puis on va travailler plutôt en mode projet. C'est-à-dire, par exemple, on va se dire, on voudrait fabriquer des lunettes astronomiques très simples, traditionnelles, un peu comme l'a fait Galilée. On va faire un atelier, ça va être dans la journée, puis après on va pouvoir essayer nos instruments en soirée, hein, que ce soit un jour de lune intermédiaire, parce qu'il ne faut pas jamais regarder avec des instruments
la pleine lune, parce qu'on peut en quelques minutes dégrader en fait sa rétine, ça fait un miroir, donc c'est une lumière beaucoup trop intense, ou en mettant un filtre devant la lunette ou le télescope qu'on va fabriquer. Donc voilà, enfin en tout cas fabriquer une lunette comme Galilée, c'est à la portée d'un enfant de 5-6 ans, en l'aidant bien sûr, mais s'il a développé suffisamment, ou 7-8 ans, un peu de dextérité manuelle, on va pouvoir faire quelque chose. On ne va pas tailler évidemment la lentille, on va se procurer la lentille, mais tout le reste, on va pouvoir le fabriquer ensemble. Donc voilà, c'est des choses très simples mais qui sont importantes. Et puis, comme on l'a dit pour l'adage, il vaut mieux apprendre à pêcher que juste recevoir le poisson que quelqu'un d'empathique nous donne ou nous permet d'obtenir. Voilà, c'est comment on développe cette autonomie, cette créativité, ce travail ensemble, et qui font que ça marque. Et que quand on voit, ça a été mon cas, comme tant d'autres personnes, à 8 ans, je vois les satellites de Jupiter et la tâche de Jupiter dans une superbe lunette, cette fois un peu plus costaud, un peu plus, enfin, elle n'était pas professionnelle, mais c'était un instrument sérieux, on va dire. Et ça m'a donné envie, des années après, de faire de la science, et puis un jour de mener quelques missions en astrophysique. Donc voilà, en observation. Et il y a plein de possibilités. Il y a aussi l'idée, bien sûr, d'ouvrir un centre qui mixe ici en région, parce que l'idée, c'est qu'il y a des solutions et des dispositifs dans chaque territoire qui mixent à la fois environnement, c'est-à-dire compréhension des écosystèmes, des biotopes, ce qu'on appelle aussi, donc les forêts, les milieux comme les lacs, comme le Grand Lac Léman, mais aussi d'autres lacs de montagne, les forêts d'altitude, les espaces aussi qui sont gérés par l'Office national des forêts, exploités, enfin voilà. Découvrir la diversité, les prairies d'altitude, etc. Ici, le plateau de Gaveau, qui est pas loin, enfin. Et aussi un lieu où on puisse faire de la climatologie, météorologie, climatologie, comprendre c'est quoi le climat, parce que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est, comment se forment les nuages, ça paraît aussi, on sait tous, on se dit non, enfin, on demande à quelqu'un d'expliquer, il ne saura pas, donc c'est important de comprendre ce qui se passe pour savoir dans quel environnement on vit, et qu'est-ce qui fait que nos actes du quotidien vont être pro ou anti, justement, pour notre qualité de vie. Ça, c'est très important, et pour les jeunes en particulier. Pour nous, c'est fondamental. Et puis, jusqu'à faire de l'astronomie. C'est-à-dire aller observer les étoiles, les origines de la vie, etc., etc. Et puis, toute la magie, toute la poésie qu'il y a autour de ça. Parce qu'on fait de la science, mais la science n'est pas tout. Et science sans conscience, c'est le début de la perte de l'humanité. Merci, Samy. Merci à toi, c'était avec plaisir. Tu sais, à chaque fois, avec les invités, on fait un petit jeu à la fin. Je vais te dire 7 mots, et puis à chaque fois, tac au tac, qu'est-ce qui te vient? Jaune. Soleil. Café. Force et dynamisme. Pierre, le minéral. Ancrage au sol. Voiture. Pollution. Rose. Poésie. Amitié. Liberté. Merci, Samy. Avec joie, merci à toi. À bientôt, Samy. À bientôt, pour voir les étoiles dans ce beau pays. Allez, à bientôt pour voir les étoiles.